Donc, le deuxième temps de cette histoire nous mène à Londres avec la traduction anglaise de 1583 du texte de Las Casas. Une traduction qui est faite à partir de la traduction française, autre trait classique des traductions dans l'Ancien Régime, le fait que l'on ne traduit pas nécessairement depuis l'original, la langue originale, mais qu'on peut traduire une langue qui a déjà été une langue de traduction. Et donc, dans ce cas-là, à partir de la traduction française, on sait simplement que l'éditeur de la traduction anglaise, au sens du libraire-éditeur, est William Brown, B-R-O-M-E, et que le texte est présenté comme simplement avec les initiales MMS. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est l'écart qui existe entre le titre sur la page de titre, donc de cette traduction anglaise, et le titre tel qu'il apparaît dans l'adresse qui suit la page de titre, qui est l'adresse to the reader, l'adresse au lecteur. La page de titre donne l'intitulé suivant, The Spanish Colony, la colonie espagnole, or Brief Chronicle of the Acts and Gestures of the Spaniards in the West Indies, ou brève chronique des actions et des comportements, des actes et des gestes des Espagnols dans les Indes occidentales appelées The New World, appelées le Nouveau Monde, for the space of 40 years. Et on trouve donc là, sur cette page de titre, d'abord l'idée d'un titre original, la colonie espagnole, The Spanish Colony, comme si un thème finalement qui engloberait la totalité de ces conquêtes et de ces colonisations sous une catégorie unique, la colonie espagnole. Un écho de Brevissima Relación avec Brief Chronicle, une brève chronique, mais là a disparu le terme de destruction qui était dans le texte espagnol, substitué par acte et geste, acts and gestes, et qui accable qui ont commises par les Espagnols dans les Indes occidentales, le Nouveau Monde, depuis dans l'espace de 40 ans. C'est pas en fait depuis 40 ans, mais c'est dans la période des 40 années qui ont suivi la découverte, 1492-1542, puisque le texte de Las Casas, dans sa version manuscrite, est de 1542, publié 10 ans plus tard, en 1552. Et on retrouve dans le titre anglais la même rhétorique ou la même stratégie que dans le titre de Jacques de Migrode, d'insister sur le fait qu'il s'agit bien d'un texte espagnol condamnant l'Espagne. Written in the Castilian tongue, écrit dans la langue castillane, par Reverend Bishop Bartholomew de las Casas au Casaus, par le révérend évêque Bartholomew de las Casas au Casaus, comme étaient les deux noms sur la page de titre de 1552, a friar of the Order of Saint Dominic, membre, un frère de l'ordre des dominicains. Il y a donc une stratégie de titre qui reprend plus ou moins avec cette invention de The Spanish Colony, là, le titre de Migrode. En même temps, lorsque l'on va sur ce qui suit, c'est-à-dire le début de l'adresse to the reader, au lecteur, on voit que le titre de 1569 est repris encore plus littéralement, Spanish Cruelties and Tyrannies, les cruautés et tyrannies espagnoles perpétrées dans les Indes occidentales, que l'on appelle communément le New Found World, le Nouveau Monde. Dans cette... on reprend après, évidemment, tous les titres de Las Casas qui accréditent son discours parce qu'il est espagnol, parce qu'il est homme d'église. Et traduction de ce qu'était la fin du titre de Migrode pour servir as president au sens de précédent, and warning, avertissement, to the 12 provinces, et là il y a sûrement une faute typographique puisqu'il s'agit bien de 17 provinces et non pas de 12 provinces of the Low Countries des Pays-Bas. Et avec l'insistance sur
faithfully translated, fidèlement traduite, mais en même temps une erreur sur le nom même du traducteur qui devient James Elgrod dans ce titre de la première page de l'avis au lecteur. La préface de Migrod est traduite absolument fidèlement, et on voit la première phrase qui est celle qui a initié mon commentaire. Les jugements de Dieu sont si profonds que la sagesse de l'homme, et pas même le pouvoir des anges, est capable d'entrer dans leur profondeur. God's judgments are so profound as man's wisdom, no not the power of angels, is able to enter into their depths. Les abîmes de Migrod n'ont pas trouvé une traduction littérale, mais ont été trouvés à travers l'idée de jugement profound et la profondeur, the depths, de ces jugements. Et on trouve la même structure de livre avec la traduction des extraits qu'avait choisi Migrod du 8e remède et le résumé de la disputation, de la controverse entre Las Casas et Sepúlveda. Alors, quel est le contexte et la signification en Angleterre en 1583 de cette traduction? Elle ne peut pas être séparée de, évidemment, ce qu'a été en 1588 un fait fondamental, la tentative d'invasion de l'Angleterre par l'invincible Armada, qui pourtant, malgré son invincibilité, a été vaincue. Et avant l'expédition de l'Armada et après, il y a une floraison de présence anglaise, de présence espagnole dans le monde anglais, à la fois avec la multiplication des pamphlets, des libelles ou des traités qui portent sur l'Espagne, et comme j'avais essayé de le montrer, mais alors il y a longtemps, puisque c'était dans les premiers cours consacrés à la pièce perdue de Shakespeare, Cardenio, une présence théâtrale de l'anglais, de l'espagnol, qui vise dans un certain sens à désamorcer les craintes, les effrois, les terreurs que crée la puissance espagnole et cette menace, certes écartée avec la déroute de l'invincible Armada en 1588, mais qui néanmoins reste omniprésente. Une petite recherche que j'ai faite, qu'on peut faire, c'est de regarder dans le corpus des textes anglais du XVIe siècle, par exemple entre 1560 et 1600, ceux qui, dans le titre, c'est un moyen de recherche, portent le mot de Spaniards, qui était le mot plus habituel que Spanish pour désigner les Espagnols. Et on trouve une douzaine d'éditions entre 1560 et 1600 qui renvoient à cette dénonciation, cette crainte, cette condamnation de l'espagnol. Avant l'Armada, en 1582, on trouve par exemple un discours véritable de l'attentat contre le prince de Nassau, c'est-à-dire Guillaume d'Orange. Et ici, la tentative est qualifiée de vile and devilish, diabolique. Une tentative considérée comme diabolique, ce qui est important, puisque, évidemment, l'idée de la monarchie très catholique inversée en une idée d'un État diabolique par ses actes et gestes est un thème de fond de cette dénonciation, et ici le fait d'avoir commandité un attentat contre le leader des Provinces-Unies. Ou en 1583, un texte intéressant, une histoire tragique, a tragical history, des troubles et des guerres civiles dans les Pays-Bas, traduit du français, et avec cette phrase qui est pratiquement les mots de la traduction de Migrod, The barbarous cruelties, les cruautés barbares, and tyrannies, et les tyrannies des Espagnols et de leurs alliés traîtres wallons qui sont hispaniolised. Je pense que c'était un néologisme, cette idée d'être espagnolisé les provinces du Sud. Donc on a les mots mêmes de Migrod, cruauté, tyrannie.
après la défaite de l'Armada, le thème reste obsessif. En 1589 est publié un Spanish Masquerado, une mascarade espagnole, où, dans une manière plaisante, en brèves sentences et mots, sont effectivement révélés l'orgueil et l'insolence de l'Espagne, avec la disgrâce provoquée par leur perte, c'est-à-dire la défaite de l'Armada, et la confusion consternée de leurs pensées troublées. Je traduis plus ou moins le titre, et c'est cette idée que là, on est après la défaite de l'Armada, l'idée que l'orgueil espagnol a été brisé, mais que néanmoins la menace existe, et en particulier parce qu'elle s'est déplacée du théâtre des Pays-Bas au théâtre français, avec les guerres de religion, qui, comme on le sait, sont un thème très important d'inspiration pour les dramaturges, mais sont aussi un thème de publication de pamphlets. Par exemple, en 1590, The Copy of the Anti-Spaniard, la copie de l'anti-espagnol, made at Paris, faite à Paris, by a Frenchman, a Catholic, et il s'agit d'un pamphlet d'Antoine Arnauld contre les visées de la Ligue, où il est prouvé que le roi d'Espagne est la seule cause des troubles en France. C'est une même stratégie que la stratégie d'appropriation de Las Casas, c'est de faire dénoncer les tentatives du roi d'Espagne par un Français, mais un Français catholique, Antoine Arnauld, lié au conflit entre les bons Français, le tiers parti et les ligueurs inspirés par les Espagnols. En 1591, on trouve un autre pamphlet qui a pour titre dérisoire « Une autre figue pour l'espagnol » où les esprits espagnols, où sont représentés au vrai, lively portrayed, les actions condamnables, les meurtres misérables et les monstrueux massacres de l'espagnol maudit, the cursed Spaniard, avec un récit véritable des troubles récents survenus dans les États d'Aragon, Catalogne, Valence et Portugal. Donc oui, on est en ici 1591 et avec les, au moins espérés par l'auteur, les troubles internes à la monarchie espagnole. Mais on voit que dans ce texte, on reprend le registre des meurtres, massacres, actions condamnables, établis depuis la traduction de Las Casas, et en même temps, le déplacement n'est plus simplement de la dénonciation du rôle de l'Espagne dans les guerres civiles françaises, mais est aussi peut-être comme forme de réassurance dans les déchirements ou les troubles internes de cette monarchie composite, puisque le roi que l'on dit d'Espagne est roi de Castille et Léon, et roi d'Aragon et de Navarre. Et donc c'est à l'intérieur de l'État d'Aragon, Catalogne et Valence et Portugal, c'est-à-dire les royaumes annexés ou entrés dans la souveraineté du roi de Castille et de Léon, et en particulier le Portugal depuis 1580, mais aussi l'Aragon qui englobe la Catalogne et Valencia. On a une espérance dans ces fractures internes. Et on pourrait suivre en 1592 un pamphlet traduit du français, comme il est dit, le masque de la Ligue, le masque qui est bien piètre masque, puisque derrière on y peut voir la figure de l'espagnol, et une intense propagande entre 1595 et 1598, avec, dans un pamphlet de 1595 et réédité l'année suivante, contenant l'injustice de nombreuses pratiques récentes et déshonorantes inventées par le roi d'Espagne, le prétexte en étant le sort mauvais fait aux fugitifs anglais par le roi d'Espagne, ou bien en 1596, à la fois un pamphlet qui est « A Watchword for the War », publié pour la raison de la circulation de rumeurs parmi nous les Anglais, de l'arrivée possible, suspectée de l'espagnol parmi nous, donc une crainte répétée
de l'invasion. La déroute de l'invincible vaincu Armada n'est pas suffisante pour écarter à jamais l'idée possible d'une invasion. Et le même thème se retrouve dans un autre pamphlet de 1596, A Comfort Against the Spaniard, de Thomas Nunn, le même thème de se conforter, de se préparer contre une possible invasion espagnole. Et en 1596 aussi, de Henry Saville, A Libel of Spanish Lies, un libelle sur les mensonges espagnols à propos d'une bataille navale et à propos de la mort de Drake. Et finalement, pour clore ma série, en 1598, un traité où sont montrés la juste manière et les véritables moyens pour résister à la violence du roi de Castille, de briser le cours de ses desseins, d'abaisser son orgueil et de ruiner sa puissance. Et on retrouverait cette thématique de l'espagnol arrogant, orgueilleux, qui se prétend maître du monde, et en même temps de l'espagnol puissant, menaçant, toujours à même de lancer une opération d'invasion de l'Angleterre contre laquelle il faut se préparer et par rapport à laquelle on peut espérer que de l'intérieur, la monarchie composite espagnole connaîtra des fissures. Ce dernier pamphlet est intéressant parce qu'il est attribué à un pèlerin espagnol, toujours la même stratégie, dénoncer l'Espagne par des Espagnols. Il est traduit du français, qui a déplacé la scène des Provinces-Unies aux guerres civiles françaises, et il est englished, anglicisé par la traduction. En parallèle avec cette thématique qui donne sens à la traduction en anglais de Las Casas, on trouverait évidemment ce qui était le contrepoint et les présences espagnoles sur les scènes anglaises. Je veux juste rappeler deux traits qui peuvent expliquer cette idée d'un contrepoint. Le premier forme de contrepoint, c'est de désamorcer la crainte de la puissance espagnole par la figure de l'espagnol ridicule, grotesque, bravache, fanfaron, fantasque, et un archétype de cela est donné dans la comédie de Shakespeare Peine d'amour perdu, publiée en 1598, le personnage de Don Adriano de Armado, qui est effectivement un poète ridicule, un amoureux transi et un fanfaron, bravache, braggart, et dont le nom n'est pas choisi par hasard par Shakespeare, Don Adriano de Armado, comme la Armada qui a été vaincue. Il y a donc une manière de contenir la crainte militaire, politique, par la figuration théâtrale qui montre que cet ennemi est un ennemi de paille, que finalement il n'est pas brave, mais seulement bravache. La deuxième manière qui renvoyait à la première présence d'un thème espagnol sur la scène anglaise, c'est-à-dire la tragédie de Thomas Kyd, The Spanish Tragedy, qui date d'entre 1582 et 1592, à peu près contemporaine de la traduction de Las Casas. The Spanish Tragedy est intéressante, elle imagine une situation qui n'est pas historique, et qui est que le royaume de Portugal a été maintenu mais soumis à la domination du roi d'Espagne et doit lui verser un tribut. Et il y a donc la présence d'un vice-roi, ce qui est à la fois une figure, une fiction qui n'est pas la réalité historique, puisque depuis 1580, le Portugal est un des royaumes entrés dans la monarchie composite. Le roi de Castille est aussi roi de Portugal. En même temps, le titre de vice-roi est porté par les administrateurs qui sont envoyés pour régler des affaires du Portugal. Mais le plus important dans cette Spanish Tragedy, c'est un double élément. Un premier élément qui est dans ces parties des textes élisabéthains qui ne sont pas dites, mais qui sont des dumb shows, des pantomimes. Une pantomime qui est représentée
devant le roi d'Espagne et le vice-roi de Portugal est paradoxalement une pantomime qui montre les conquêtes anglaises et de l'Espagne et du Portugal, avec trois héros anglais qui sont représentés devant le roi d'Espagne, le duc de Gloucester, qui, au temps du roi Étienne, dans le haut Moyen-Âge, a imposé la souveraineté anglaise, ou supposément a imposé la souveraineté anglaise au Portugal, alors musulman. Le duc de Kent, qui, à l'époque du roi Richard Cœur de Lion, a rasé les murs de Lisbonne et a capturé le roi portugais. Et finalement, Jean de Gand, le duc de Lancastre, qui est entré en Espagne avec une puissante armée et qui a fait prisonnier le roi de Castille. Dans les trois cas, il y a un mélange d'éléments historiques et d'un mythe historique qui est celui que finalement l'Angleterre avait la capacité de soumettre, conquérir, dominer l'Espagne. C'est donc une exaltation patriotique des hauts faits, historiques ou mythiques, des chevaliers anglais qui sont partis à la conquête de l'Ibérie, Espagne et Portugal. Et le roi les souverains espagnols et portugais qui, dans la pièce, voient ces différentes pantomimes, reconnaissent cette supériorité de l'Angleterre. L'ambassadeur portugais déclare, en fait il ne s'agit pas du vice-roi de Portugal, mais de l'ambassadeur portugais qui assiste avec le roi d'Espagne. Voici un argument pour notre vice-roi, donc son propre souverain. L'Espagne, de son succès, ne saurait tirer morgue, puisqu'elle fut conquise par des guerriers anglais qui, devant Albion, firent plier son genou. And made them bow their knees to Albion. C'est une première manière, finalement, de réassurance, c'est-à-dire d'invoquer un passé, une histoire mythique largement imaginaire qui fait reconnaître par l'Espagne, sur la scène du théâtre, la supériorité anglaise. L'autre manière, c'est en quelque sorte, dans une sorte de prophétisme à la Las Casas, de dessiner le fracas, la ruine de la monarchie espagnole, puisque à la fin de la pièce, le roi d'Espagne, le frère du roi d'Espagne, duc de Castille, est mort, est tué. La dernière scène de Spanish Tragedy est une série de meurtres sous le couvert d'une pièce représentée par les personnages historiques, et que donc, du coup, ce qui est interrompu, c'est que la succession espagnole. Le roi d'Espagne, devant la mort de son frère, s'exclame dans la pièce de Kyd « Quel âge connu pareille monstruosité ? Mon frère et tous les espoirs de succession que l'Espagne pouvait nourrir après ma mort, c'est moi qui viens ensuite, le prochain, le dernier. » Et donc, il y a mise sur la scène du théâtre la prophétie apocalyptique de Las Casas, ici pour une toute autre raison, non pas les crimes commis aux Indes, mais l'interruption de la succession dynastique qui va signifier la destruction de l'Espagne. Il y a donc comme un jeu, me semble-t-il, entre d'un côté la littérature pamphlétaire ou la libellistique qui insiste sur les cruautés, les ruses, la puissance, la menace espagnole et qui essaye de donner des instruments, des armes pour la contenir et pour donner comfort, assurance aux Anglais, et de l'autre côté, sur la scène de théâtre, une manière de saper de l'intérieur cette figure de l'Espagnol redoutable, d'une part parce qu'il est moins redoutable qu'on ne le pense, étant un personnage dérisoire et ridicule, et un faux guerrier, et d'autre part parce que sur l'Espagne plane cette réalité historique et mythique de sa propre destruction par soit plus valeureux qu'elle, l'anglais conquérant, soit que la ruine interne, que ce soit la dislocation
de la couronne ou que ce soit l'interruption de la succession. La troisième traduction, enfin, ou la quatrième, hollandais et français, anglais, c'est la traduction latine de 1598. Autre fait important à souligner, le fait que l'on ne traduit pas simplement du latin dans les langues vulgaires, mais qu'on traduit des langues vulgaires ou vernaculaires en latin, y compris au XVIIe siècle. La circulation, par exemple, du Leviathan de Hobbes au XVIIe siècle est largement due à sa traduction en latin, et non pas de sa publication en anglais. Alors ici, il y a une traduction latine du texte de Las Casas qui paraît à Francfort en 1598 et qui est évidemment associé à un nom fameux qui est celui de Théodore de Brie, à la fois graveur et éditeur. Le titre latin peut se traduire comme récit très véritable des Indes dévastées par les Espagnols. Narratio verissima, enfin le verissima est à la fin du titre, des régions de l'Inde, regionum indicarum por hispanos quosdam devastatarum, et qui ont été par les Espagnols dévastés. Alors il faut prendre conscience que cette publication en 1598 à Francfort par Théodore de Brie s'inscrit dans une politique éditoriale qui est celle de Théodore de Brie, qui a publié préalablement les 6 volumes de sa série des Americas ou des voyages, et qui sont les volumes qui tous portent des illustrations, des gravures sur cuivre, et qui soit montrent les naturels des pays américains, soit montrent des cruautés des colonisateurs. En 1590, le premier livre de Thomas Harriot portait sur la Virginie. En 1591, il s'agit de la traduction en latin du texte de Jacques Lemoine de Morgue sur la Floride. En 1592, qu'on retrouvera peut-être dans ce cours, le volume sur le Brésil, où il y a à la fois la traduction en latin du voyage de Staden et la traduction en latin de Jean de Léry. Et puis les volumes 4, 5 et 6 sont les volumes pour la traduction de Benzoni, avec le commentaire d'Urbain Chauveton, qui sont la description de la Historia del Mondo Nuovo, publié à Venise en 1565, et qui peut être considéré comme l'un des textes clés pour comprendre avec et avant Las Casas, enfin, plutôt après, un peu après Las Casas, 1565, Las Casas, 1554, la construction de la vision noire, de la leyenda negra de l'Espagne. Alors, quelle est l'importance de cette traduction en latin? Non seulement peut-être qu'elle étend le nombre des lecteurs, de ceux qui ne connaissaient ni l'espagnol, ni l'anglais, ni le français, mais surtout, elle est caractérisée par la présence de 17 gravures que les historiens de la légende noire, comme notre collègue espagnol Ricardo García Carcel, considèrent comme ces 17 images le dispositif le plus puissant, qui a eu le plus grand impact pour construire et fixer la légende noire. Ces gravures sont dues à un graveur qui s'appelle De Wing. Enfin non, sont dues à un dessinateur qui s'appelle De Wing. Elles sont gravées par De Brie et éditées par le même De Brie. Alors elles ont eu un impact parce que le texte latin avec les gravures a été réédité en 1614 en Allemagne, à Oppenheim, parce qu'elles ont été copiées pour être introduites dans d'autres traductions, par exemple la traduction française. En 1620, à Amsterdam, on reprend la traduction de Jacques de Migrode, mais avec les gravures qui étaient dans la traduction latine de Brie, et puis on a pu suivre la publication séparée de ces images. Elles auraient un précédent qui est une série de 17 aquarelles
datant peut-être de la décennie 1570, et qui accompagnait un manuscrit de la traduction française. Ces aquarelles se trouvent à la Clements Library, qui est une librairie particulièrement spécialisée sur les Americana à l'université de Michigan à Ann Arbor. Et on discute pour savoir si des aquarelles ont été connues, améliorées par Dewing, ou si, en fait, les gravures des textes sont des copies de ces aquarelles dont l'auteur serait Dewing lui-même. Mais enfin, peu importe, c'est une histoire complexe, et pourquoi ce manuscrit traduction française avec ces aquarelles n'a jamais été publié, puisque la traduction de 1579 de Migrod n'a pas d'illustration. Mais à partir de 1998, on entre dans une séquence nouvelle de la circulation du texte de Las Casas avec les 17 gravures qui montrent les cruautés et tyrannies des Espagnols. Alors, quel est le contexte de la publication de ce livre? Le premier contexte, c'est sans doute une volonté de réponse à un livre illustré, publié en 1587 en latin et en 1588 en français, à Anvers, par Richard Verstegan, dont j'ai écrit le nom au tableau, qui était un catholique et qui, dans son livre, rassemblait, je cite, c'est le titre du livre, « Théâtre des cruautés des hérétiques de notre temps ». Il y en a une belle édition faite par Franck Lestringant, publiée chez Chandaigne. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un texte catholique qui montre, qui expose les cruautés des hérétiques, c'est-à-dire des protestants anglais, français ou des Pays-Bas, exercés sur les martyrs catholiques. Il y a des séries de blocs, de fascicules, l'un sur les cruautés des protestants en Angleterre sous Henri VIII, au moment du passage à la Réforme, les cruautés des protestants en France, puis les cruautés des protestants aux Pays-Bas, et enfin les cruautés des protestants en Angleterre de nouveau pendant le règne d'Élisabeth. 29 gravures en taille douce qui sont ici rassemblées et qui se situent pour le moment de leur gravure, sinon pour le moment du dessin qui les aurait inspirés, ou de l'aquarelle qui les aurait inspirés, entre la décapitation de Marie Stuart, qui est la dernière des gravures dans le livre, et les préparatifs de l'invincible Armada, donc portés sans doute par l'espérance de la destruction de l'Angleterre par la conquête espagnole, et comme une vengeance à ce crime qui a été l'exécution de Marie Stuart. La formule de ce livre, Théâtre des cruautés des hérétiques de notre temps, est toujours la même. Il y a une gravure qui rassemble des atrocités, plusieurs sur la même gravure, et souvent indiquées par A, B, C, D, c'est-à-dire des localisations sur l'image qui renvoient à une explication en prose qui identifie la scène, et le tout étant accompagné d'un poème de 6 vers en dessous de l'image gravée. Et on reconnaît une formule, là. C'est la formule des livres d'emblèmes, dans lesquels vous avez la gravure, généralement une allégorie, un texte en vers et une légende ou une explicitation en prose. Et donc, du coup, on a un statut de cette série d'images comme un statut de l'emblématique. Elles sont à la fois montrées, commentées et expliquées. Ce
qui renverrait à une autre question fondamentale de la période dont nous parlons ici, c'est-à-dire comment sont conçus les rapports entre les textes écrits, les images et la parole, mais en particulier entre les textes et les images, avec, comme l'a bien montré notre collègue espagnol Fernando Bauzá, une équivalence sémantique entre le texte et l'image. Les moyens sont différents, mais ce qui peut être énoncé est identique. Et on trouverait là, pour l'œil qui regarde l'image et pour l'œil qui déchiffre le texte, cette illustration de cette équivalence, sans doute opposée à un régime du rapport texte-image au XVIIIe siècle, lorsque justement c'est parce que l'image peut montrer ce que le texte est impuissant à dire, ou parce que le texte peut déployer ce que l'image ne peut exhiber, qu'il y a une relation entre le texte et l'image, aussi bien dans l'encyclopédie que dans les romans. Donc derrière ce livre, il y aurait une théorie des rapports texte-image qui est propre à ce monde des XVIe, XVIIe siècles. Donc, les images de Brie, dans la traduction en latin de la Brevissima Relation, sont comme une réplique à ces 29 gravures, il y en a 17 chez de Brie, 29 chez Verstegan, qui ont circulé pour dénoncer les atrocités commises par les réformés, en Angleterre, en France, aux Pays-Bas. Mais avec, évidemment, comme vous l'avez saisi, une dissymétrie, puisque dans le cas de Verstegan, ce qui est montré, ce sont les cruautés des Espagnols contre les réformés. Et dans le cas de Brie et de Las Casas, ce sont les cruautés contre les Indiens. Et non pas les cruautés des Espagnols contre d'autres chrétiens. Et il y a là sans doute plusieurs éléments qui sont impliqués, ce qui peut-être a fait choisir de traduire en latin le texte de Las Casas pour y inclure des images qui répondent aux images de Verstegan. C'est le fait que, sans doute, dans la Réforme, et particulièrement dans la Réforme calviniste, il n'y a pas une grande facilité dans la relation à l'image. Comme vous le savez, si, plus qu'on ne le disait, le luthéranisme a utilisé massivement la propagande par les images, par exemple des images de dénonciation de la papauté, le calvinisme reste réticent par rapport à la figuration de tout ce qui est lié avec le religieux et le sacré. Et d'autre part, il y a sans doute la volonté, en fidélité avec le texte de Migrove, de montrer que le martyre des Indiens est à la fois une préfiguration et une universalisation des cruautés des catholiques espagnols, comme si finalement l'Indien, doté d'une âme raisonnable, comme disait le texte, est une figure de l'humanité, et donc du coup peut être habité aussi bien par les protestants des Provinces-Unies menacés par les Espagnols que par quelques victimes que ce soit de l'Inquisition ou de la souveraineté espagnole. À travers la figure de l'Indien comme créature première, en quelque sorte, innocente, il y a une figure de l'humanité. Et c'est une manière de surmonter peut-être la réticence par rapport à la représentation iconographique, et c'est une manière aussi d'universaliser le crime, ou les crimes espagnols, qui sont à la fois spécifiques, localisés dans les Indes occidentales, mais qui peuvent aussi être universalisés, puisque toutes leurs victimes, finalement, sont des Indiens. Et les Indiens sont des représentants de toutes leurs victimes, les victimes de la brutalité espagnole de conquête ou la victime de l'imposition par l'Inquisition de la persécution des nouveaux chrétiens en Espagne ou des hérétiques ou des hétérodoxes hors d'Espagne. Donc il y a la traduction iconographique de cette idée qui fait de l'Indien la figure du
du martyr, est donnée par toute une série d'identifications que l'on peut repérer dans ces images. Des scènes de massacre, puisque suivant le texte de Las Casas, Debry a choisi des moments du texte dans les différents lieux de la conquête, depuis Hispaniola jusqu'au Pérou, pour manifester cette homologie qui peut exister entre le martyr des Indiens et les martyrs des chrétiens. Et ici, exercé par un roi qui se dit souverain très catholique. D'une part, les massacres où l'on voit des foules d'Indiens mutilés, massacrés, brûlés, sont en constant rapport avec une référence iconographique qui est celle du massacre des innocents. Et dans 4 images, il y a au moins dans 4 images cette relation. D'autre part, les supplices qui sont infligés aux Indiens sont les supplices qui sont infligés dans l'iconographie chrétienne aux saints et aux saintes. Par exemple, d'être brûlé sur un gril, comme Saint Laurent, ou d'être flagellé, attaché à un poteau, comme Saint Sébastien. Donc il y a une répétition, une réplique des martyrs de la tradition chrétienne dans les supplices infligés aux Indiens, et finalement, ce qui est, sinon immédiatement explicite, mais qui est constamment évoqué pour le lecteur, c'est l'idée que les souffrances des Indiens sont les souffrances du Christ. Christ flagellé, Christ humilié, Christ crucifié. Et dans un certain nombre des images, on a cette référence à une forme de crucifixion. Alors ça, c'est le contexte d'une réponse à la dénonciation des cruautés protestantes par l'appropriation de la figure du martyr de l'Indien comme étant la figure moderne du martyr des chrétiens persécutés et finalement de la souffrance rédemptrice du Christ. On voit que le graveur, là, ou le dessinateur, ne disposait pas d'un matériel ethnographique particulier. Il n'y a pas de ressemblance au vrai par rapport au monde américain, mais il disposait, peut-être sous la forme de gravures qui reproduisaient des tableaux ou de séries de gravures qui n'ont été que des gravures, il disposait de l'ensemble, d'un grand ensemble de références de l'imagerie chrétienne pour les supplices, les martyrs et la passion. Le deuxième contexte est évidemment que cette série de gravures s'insère dans quelque chose qui est déjà là, c'est-à-dire elle joue un rôle d'amplification, de fixation de cette légende noire américaine, comme on dit, c'est-à-dire les dénonciations des cruautés espagnoles. Et c'est pourquoi le rapport entre l'édition antérieure du livre de Girolamo Benzoni, Historia del Mondo Nuovo, Venise 1565, traduit en latin en 1578, en français en 1579, 2 fois à Genève, avec des commentaires d'un pasteur calviniste urbain Chauveton, a pu être le jalon antérieur de cette histoire, à la fois parce que Benzoni reprenait, résumait, liait des éléments épars qu'on pouvait rencontrer, y compris dans les récits des conquistadores eux-mêmes, et d'autre part parce que la traduction du livre était entrée à la fin des années, dans la décennie 90, dans la série des Américas de Théodore Debry, accompagné d'images. Et le titre français de la traduction de Benzoni était contenant en somme, c'est-à-dire en somme, en résumé, ce que les Espagnols ont fait jusqu'à présent aux odes occidentales et le traitement qu'ils font à ces pauvres
et le rude traitement qu'ils font à ces pauvres peuples. Et du coup, on voit que ce texte de Girolamo Benzoni, comme je disais, par son édition à Francfort par Debris, les 3 volumes sont 1594, 95, 96, 75 gravures, qui ne sont pas toutes des gravures de description de cruauté, mais qui sont aussi une matrice possible pour la publication du Debris, éditant Las Casas en latin, reprenait cette thématique de l'extermination des Indes, des ravages de la conquête et de la faillite de l'évangélisation. Alors, un dernier mot, ce serait sur la postérité de Las Casas après ce temps nous avons étudié. On a, entre 1578, donc la première traduction en hollandais, et 1762 rééditions du texte, et qui sont toutes, ou presque, avec 2 exceptions, des traductions. 2 exceptions qui sont des éditions à Barcelone en 1646, dans un contexte très particulier qui est celle de la révolte catalane contre le roi castillan, et qui d'ailleurs va déclencher l'interdiction du livre, puisqu'il il est condamné par l'Inquisition à partir de 1659-1660. Mais de 2 exceptions, restent 60 éditions qui sont en hollandais, 29, en français, 13, en allemand, 6, en anglais, 6, en italien, 3. Et ce qui est important, c'est la traduction anglaise, puisque là, il y en a un phénomène aussi qui est passionnant pour l'histoire des traductions, la retraduction. En 1656, John Phillips, qui est un neveu de Milton et qui est célèbre pour avoir retraduit le Quichotte, en 1687, retraduit cette première traduction anonyme ou marquée seulement par les initiales que j'évoquais. C'est important parce qu'il lui donne un nouveau titre, The Tears of the Indians, les pleurs des Indiens. Et le sous-titre, ou le titre continue, Historical and True Account, une histoire vraie, par Casaus, Las Casas, and high witness of these things. Un témoin direct qui a vu par ses yeux, eye witness, ce qui est advenu aux Indiens. Et l'idée de historical and true account reprenait l'idée qu'on n'est pas devant un pamphlet, on est devant une histoire au vrai. Et quels sont these things qu'a vu Las Casas? Des cruels massacres et carnages, cruel massacres and slaughters of above 20 millions of innocent people. Donc, le mot bien sont choisis exprès, massacre, oui, mais slaughters. Slaughters, c'était aussi pour le massacre des animaux, c'est-à-dire le carnage. Et d'autre part, above 20 millions. Les 20 millions vont fixer l'imagination sur l'étendue des peuplements. Vous vous rappelez que la traduction de Migrov disait 10, 15, 20 millions. Ici, 20 millions et de plus. Mais le chiffre de 20 millions va devenir une fixation. Et ces slaughters, ces carnages, commis par les Espagnols dans les îles d'Hispaniola, Cuba, Jamaïque, et aussi sur le continent du Mexique, du Pérou et d'autres lieux dans les Indes occidentales. To the total destruction of these countries. C'est-à-dire, il reprend in fine le texte du premier titre, A Destruction de las Indias, et finalement le titre est une sorte de chronologie, géographie de la conquête, mais qui est en même temps le plan même du livre de Las Casas, rappelé par, comme je le disais, ce mot de destruction, qui reprend le terme dans le titre espagnol. Donc la retraduction par John Phillips en 1656 est importante puisque, comme vous le voyez, elle va fixer une donnée démographique, 20 millions de morts, pendant longtemps critiquée et considérée comme sans fondement, et rétablie sans doute dans une certaine réalité démographique parce qu'on appelle l'école de Berkeley, c'est-à-dire des historiens anthropologues qui ont à partir de sources variées, montré que l'on était sans doute
peut-être au-dessus, above, de ces chiffres, bien entendu, autant ou plus par les épidémies que par ce qu'imputait Las Casas, c'est-à-dire le travail forcé. En même temps, il y a cette note, on pourrait dire, qui en appelle non seulement à la réalité historique décrite par un témoin oculaire, eye witness, mais aussi, avec le titre général, une manière de toucher, une sensibilité, une affectivité, the tears of the Indians, les pleurs des Indiens, qui renvoyaient à la fois à la souffrance dans le massacre, mais aussi à ce qui apparaissait, et qui est dans le texte de Las Casas, c'est-à-dire les Indiens qui commettent le suicide pour éviter, pour échapper aux cruautés. Alors il y a donc une première postérité de Las Casas qui sont la fin du XVIe et le XVIIe siècle, puisque après 1700 et pendant les Lumières, il y a comme un affaiblissement de la présence de Las Casas, qui pourrait être considéré comme un paradoxe, puisqu'il pouvait être un avocat pour la tolérance, mais on s'y réfère peu, ou pas, sans doute peut-être aussi parce que Las Casas est un homme de l'Église, impliqué, frère de Saint-Dominique et évêque. Las Casas va renaître comme présence textuelle dans un autre contexte, c'est-à-dire celui des guerres d'indépendance dans l'Amérique espagnole. Et cette fois, les éditions, même si elles sont publiées à l'étranger, sont en espagnol. Londres, 1812, Bogota, 1813, Cadix, 1820, Philadelphie, 1821, Puebla, 1821, Mexico, 1822, Guadalajara, 1822, et Paris dans la première édition des œuvres de Las Casas par Llorente en 1822. Et je termine avec ça parce qu'il y a évidemment un paradoxe à utiliser le texte de Las Casas pour justifier la revendication d'indépendance des criollos, c'est-à-dire des habitants des colonies espagnoles qui sont descendants des conquistadores, c'est-à-dire descendants de ceux qui ont commis les crimes que dénonce Las Casas. Et ce paradoxe est fondamental. Il est surmonté de trois façons, dans les préfaces, les avertissements de ces éditions, dont vous l'avez vu, une en Espagne, au moment d'ailleurs de la discussion après le retour de la monarchie. D'autres sont dans les territoires des colonies, Bogota, Guadalajara, Mexico, Puebla, d'autres dans Philadelphie, lieu d'une publication pour la tradition de l'indépendance, et puis il y a une édition parisienne. Première stratégie, affirmer qu'il y a discontinuité entre les criollos, entre ceux qui revendiquent leur indépendance par rapport à l'Espagne et leurs ancêtres, les conquistadores, les encomenderos, dans la mesure où, finalement, ces colons qui ont succédé, mais en rompant avec les pratiques de la conquête, sont ceux qui ont souvent plaidé pour des réformes du régime d'administration des Indes et s'attribuant les différentes leyes des Indias qui ont, à travers le XVIIe et XVIIIe siècle, d'une certaine manière, prohibé de nouvelles conquêtes armées ou prolongé les Indiens, comme s'ils étaient les héritiers de Las Casas, lorsque Las Casas, à plusieurs fois, s'est rendu en Espagne pour obtenir les transformations de la législation avec las nuevas leyes en 1542, et puis ensuite pour obtenir que ces nuevas leyes soient effectivement respectées malgré les résistances des colons. Donc c'est de rompre une filiation entre conquistadores encomenderos et criollos. On dit criollos pour CRIO2LOS, pour ceux qui sont des habitants natifs des colonies indiennes mais descendants d'Espagnols. Donc ils rompent cette transmission héréditaire pour en revendiquer une autre qui est celle réformatrice, qui en ferait les acteurs d'un projet qui finalement était le projet de Las Casas. La deuxième stratégie, c'est de porter l'accent
sur le métissage, et donc de faire des créoles, des criollos, les descendants tout autant des Indiens que des Espagnols, considérant qu'il y a eu une assimilation des Indiens dans la population devenue largement métisse, et que donc ils ont hérité à la fois de ce sang et des droits, bafoués, mais maintenant possiblement reconnus, des Indiens. Et la troisième stratégie, c'est évidemment d'identifier les colons révoltés contre la métropole aux Hollandais qui se sont soulevés contre le roi d'Espagne. Et on voit ici, je terminerai le parcours avec cela, au terme de ce jeu d'identification, la dernière identification, si dans le texte de Las Casas, et particulièrement dans la traduction de Migrod ou dans la traduction anglaise, on a les Hollandais comme Indiens, et plus généralement les protestants comme les Indiens de ce monde, de ce côté de l'Atlantique, avec cette idée d'une universalisation possible de la figure du martyr indien comme martyr possible, mais qui peut être possiblement éviter aussi ceux contre qui les Espagnols imposent une domination dans le monde de par-deçà, comme disait Jean de Léry, le monde de par-delà, c'est celui de l'Amérique, et le monde de par-deçà, c'est l'Europe. On a, au terme de cette trajectoire, une seconde identification, qui ne manque pas de paradoxe, c'est-à-dire les colons espagnols, les créoles des colonies espagnoles, comme les Hollandais de leur temps, c'est-à-dire finalement l'application du texte de Las Casas en substituant à la menace qui pèse sur les Pays-Bas, celle qui pèse sur les colonies espagnoles, si la métropole l'emporte et si la revendication d'indépendance, appuyée politiquement et militairement, n'est pas victorieuse. Et c'est comme cela, avec ces trois stratégies, l'une liée au métissage, l'autre liée au projet réformateur d'un certain nombre de créoles, et la troisième liée à ce jeu d'identification qui fait que les Espagnols des Amériques deviennent en quelque sorte les Hollandais du temps de Philippe II. C'est comme cela que le discours de Las Casas a pu être enrôlé dans la perspective indépendantiste ou américaniste. Et elle est restée à travers le XIXe et le XXe siècle. Comme on pourrait le voir, et je termine avec ça, j'ai commencé en rendant hommage à Marcel Bataillon, qui dans ce lieu même, enfin peut-être pas cet amphi, mais dans ce Collège de France, a parlé, enseigné sur Las Casas et a écrit sur lui que la raison qui avait déclenché, sans doute, ces recherches, et en tous les cas la publication du livre des essais sur Las Casas, c'était dans l'Espagne des années 40, la publication du livre de Menéndez Pidal, qui, reprenant la tradition souverainiste de l'Espagne, dénonçait les dénonciations de Las Casas, à la fois comme autant de fables ou de mythes, et d'autre part comme produites par un esprit qu'il qualifiait de paranoïaque. Et Bataillon, s'inscrivant, lui, bien que français, dans cette tradition indépendantiste et américaniste, défendait la lucidité de Las Casas, et en tous les cas ne refusait cette idée que des idées qui étaient celles de Las Casas ne pouvaient avoir été que le produit d'un esprit dérangé. Il réinscrivait Las Casas dans son histoire personnelle ou l'histoire de la conquête et de la colonisation. Ce que j'ai essayé de faire dans ces deux séminaires, c'était évidemment de réinscrire Las Casas dans une autre histoire, c'est-à-dire à la fois l'histoire des modalités de publication de sa brevissima relation, la fois dernière, et aujourd'hui, l'histoire européenne, puis finalement américaine, des appropriations à travers les traductions ou
l'iconographie de ce texte en montrant évidemment que d'un côté on peut entrer dans le texte pour détecter, comme le faisait Bataillon, les possibilités d'énonciation de Las Casas. Pourquoi pouvait-il penser comme il pensait, même s'il pensait contre peut-être une forme d'idéologie dominante, mais en même temps, en sortant du texte, tout en le gardant présent à la mémoire, montrer que chaque œuvre qui a traversé des espaces, franchi des frontières, été donnée à lire en de multiples langues, porte dans des contextes différents des pluralités de signification, ce qui, à mon avis, justifie la rencontre entre une perspective d'histoire culturelle des écrits et une analyse textuelle des œuvres. Merci.